Chères étudiantes et chers étudiants, les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui et qui sont liées à la pandémie du Covid-19 nous ont obligés à changer notre façon de travailler. Maintenant, on s'appuie sur les technologies de l'information et de la communication pour pouvoir suivre nos cours. À situation exceptionnelle, nous devons utiliser des moyens exceptionnels pour travailler jusqu'à ce que la situation sanitaire soit favorable. C'est avec une immense joie que je commence avec vous cette nouvelle année universitaire qui, j'espère, sera prospère et riche en apprentissage et en savoir. Ce cours concerne tous les étudiants de S1 de microéconomie. La première année en microéconomie est une année d'initiation qui regroupe des matières théoriques et d'autres pratiques. Comme la majorité des autres disciplines, l'économie est divisée en branches et sous-branches. On distingue deux branches principales, la microéconomie et la macroéconomie. La première est l'étude des actions économiques des individus et des groupes bien définis d'individus, alors que la deuxième concerne l'étude de larges agrégats comme l'emploi global et le revenu national. La microéconomie, objet de ce cours, prend pour point de départ l'analyse du comportement du consommateur individuel et du producteur individuel dans l'hypothèse de la concurrence pure et parfaite. Le but de ce cours est de donner un aperçu sur les principaux repères et modèles de la microéconomie. La méthodologie utilisée est une méthode progressive pour se familiariser peu à peu avec la microéconomie, c'est-à-dire qu'on va partir du plus simple vers le plus compliqué, en suivant une démarche systématique d'approche basée sur la trilogie suivante. D'abord, on pose le problème. Ensuite, on propose des hypothèses pour essayer d'étudier le problème. Et ensuite, on étudie ces hypothèses-là pour arriver à la fin à faire une déduction logique des lois et théories qui en découlent avec leur implication, intérêt et limites. L'analyse théorique étant quelquefois difficile, il est alors nécessaire de recourir à l'illustration graphique par l'image, par les chiffres pour faciliter l'assimilation des concepts et lois économiques. Donc, on va utiliser les mathématiques, les statistiques, la comptabilité, etc. pour justement comprendre l'aspect formalisé de la présentation du modèle. L'économie n'est pas une discipline clairement définie. Ses frontières bougent constamment et leur détermination est fréquemment un sujet de controverse. La définition la plus utilisée considère que l'économie est l'étude de l'emploi de ressources rares pour la réalisation d'objectifs alternatifs. Donc, si on revient à la définition, nous avons plusieurs concepts clés qu'on va voir tout au long de cette séance. Donc, l'économie est l'étude de l'emploi des ressources rares. Donc, déjà, vous avez le mot emploi, c'est-à-dire qu'on va utiliser, employer des ressources rares, des ressources qui ne sont pas abondantes. C'est-à-dire que c'est des ressources dont on a une petite quantité ou une quantité limitée qu'on va essayer d'utiliser, de vendre sur un marché, etc. Pour la réalisation d'objectifs alternatifs, c'est-à-dire que notre but, c'est d'utiliser ces ressources-là pour réaliser des buts qui vont changer. Parce que nos besoins, nos objectifs changent constamment. Et donc, du coup, à chaque fois, on va utiliser les emplois pour réaliser nos objectifs qui changent, qui changent périodiquement. L'auteur Robbins définissait à la moitié du XXe siècle l'économie comme une science qui étudie le comportement humain
comme une relation entre des fins et des moyens rares qui ont des usages alternatifs. C'est-à-dire que c'est une science qui étudie le comportement des individus ou de chaque individu qui essaie d'utiliser ces moyens pour atteindre des objectifs. Et bien sûr, les moyens sont rares. Si je parle d'un consommateur, par exemple, il a une entrée d'argent qui est, par exemple, son revenu ou des loyers, etc., qui vont lui permettre de réaliser ce qu'il veut, d'acheter ce qu'il veut. Donc, s'il utilise des moyens, ben, les moyens ne sont pas... ils sont limités. D'accord? Donc, ce qui fait qu'on va dire qu'ils sont rares. Plus simplement, l'économie peut être définie comme la science sociale qui étudie les comportements d'individus et de groupes d'individus dans le processus de production, d'échange, de consommation de biens et ou de services. Pourquoi on parle ici de biens et ou de services? Parce que des fois, on a une consommation, une production de biens, des fois de services, ou ça peut être les deux en même temps, c'est-à-dire une entreprise qui produit un service et un bien. Donc, souvent, on écrit B/S, c'est-à-dire bien et ou service. Aussi bien l'approche théorique que celle des études empiriques sont complémentaires et permettent de vérifier les hypothèses et les résultats des théories. Donc, on va utiliser la pratique, le terrain, les expériences pour vérifier les hypothèses. Donc, les hypothèses qu'on a posées au départ de l'étude, on va les vérifier en utilisant des études qui peuvent se baser sur les mathématiques, les statistiques, etc., pour pouvoir dire si l'hypothèse, on peut la retenir ou pas. L'analyse microéconomique est rattachée au courant néoclassique. Elle s'intéresse au comportement individualisé des consommateurs et des producteurs. La gestion de la rareté est sa principale préoccupation. On gère la rareté. Pourquoi? Parce qu'on gère des biens dont on a une quantité bien limitée. C'est parce qu'on veut voir comment réagissent les gens pour acquérir ces biens, c'est-à-dire comment on gère les quantités, comment on gère les prix, etc. Il y a une quantité, les gens veulent par exemple acheter un produit, donc on va essayer de voir quand le prix rare, comment vont réagir les personnes, consommateurs et producteurs pour pouvoir réaliser des gains, des bénéfices, etc. Dans la théorie néoclassique, la rareté est une donnée ou une contrainte impliquant la nécessité de choix efficaces. Donc, les néoclassiques, ils considèrent qu'il y a une contrainte dans la vie du consommateur ou du producteur. C'est-à-dire que les biens sont rares et donc, du coup, c'est une contrainte. Parce que si je veux faire des choix, je dois prendre en considération mes moyens, je dois prendre en considération la rareté du bien. Je vais donner un exemple. Par exemple, quand on veut acheter un mouton, pour l'Eid el-Kbir par exemple, on prend en considération la quantité des produits qu'on a ou des biens qu'on a, la quantité de moutons qu'il y a au niveau national et on prend en considération aussi les moyens financiers que détiennent les personnes. Donc ça, c'est un produit rare. On ne va pas dire qu'on a la possibilité d'avoir un mouton par personne. Donc bien rare. Donc on essaie de trouver le prix convenable qui pourra permettre à des gens d'acquérir un mouton. Donc la microéconomie prend en considération 3 éléments. D'abord, l'objet de l'échange. Eh bien, c'est justement le bien et la ressource, bien et ressource qui est rare. Deuxièmement, le marché. C'est le cadre institutionnel des échanges, c'est-à-dire que les biens qu'on va acheter, que ce soit le pain, le lait, les légumes, etc., les vêtements, je ne sais pas, tout ce qu'on veut acheter passe par un marché. Et donc, c'est un cadre institutionnel des échanges. On n'achète pas comme ça, au hasard, mais on achète dans un lieu qui est géré par des normes et des lois.
les acteurs de l'échange. Les acteurs, c'est les personnes qui interviennent dans l'échange, c'est-à-dire les agents économiques, ménages, organisations et extérieurs. Les ménages, c'est les personnes qui vivent sous un même toit, pas forcément de la même famille. Donc les ménages, c'est des personnes qui vivent ensemble sous un même toit. Et donc ça peut être par exemple des colocataires, des collègues, etc. Ou des familles, des organisations, c'est des entreprises, c'est des administrations, etc. Et l'extérieur, c'est le reste du monde. La microéconomie analyse des modèles d'équilibre. 3 types d'équilibre constituent les phases de l'analyse microéconomique. Nous avons l'équilibre élémentaire. Il s'intéresse à un agent économique, consommateur ou producteur, qui cherche à maximiser sa satisfaction en utilisant les moyens dont il dispose. Et c'est ce qu'on va voir justement au niveau de ce S1. Comment est-ce que le consommateur et le producteur vont arriver à réaliser un maximum de satisfaction en utilisant les moyens dont ils disposent. Deuxième équilibre, c'est l'équilibre partiel. Il est associé à la situation sur un marché isolé. Un marché est en équilibre lorsque l'offre et la demande s'y égalisent. Et c'est justement l'équilibre sur ce marché isolé que nous allons étudier ensemble pour le 2e semestre. L'équilibre économique général. Il concerne l'ensemble de l'économie. L'équilibre économique général se réalise lorsqu'un système de prix unique et stable égalise l'offre et la demande sur chaque marché. Et cet équilibre économique général, vous allez l'étudier pendant les années à venir. La microéconomie s'appuie sur une démarche déductive et recourt à l'abstraction, se base sur une présentation simplifiée de la réalité. Lorsqu'on veut étudier un phénomène ou une situation sur un marché, la situation d'un consommateur ou d'un producteur, on essaie de la simplifier. On essaie de prendre juste les éléments les plus importants. Simplifier, pourquoi? Pour faciliter l'étude. L'analyse microéconomique recourt ainsi à l'analyse dite partielle, car elle prend comme champ d'observation une partie de l'activité économique en considérant les autres parties comme invariants. C'est-à-dire que si je veux étudier une partie de l'activité économique, je dois faire abstraction des autres. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas étudier plusieurs aspects en même temps. Donc, on fait abstraction de certains aspects, c'est-à-dire ils ne changent pas, on considère qu'ils ne changent pas pour pouvoir étudier un aspect. Le raisonnement microéconomique repose sur la rationalité individuelle et l'échange marchand. En d'autres termes, la microéconomie raisonne à partir de l'individualisme méthodologique. Elle étudie les comportements d'individus isolés et indépendants. Donc, si j'explique, donc le raisonnement microéconomique repose ou se base sur la rationalité individuelle, c'est-à-dire qu'elle considère que l'individu est rationnel. Parce que depuis tout à l'heure, on disait que le consommateur ou le producteur va effectuer ses achats en utilisant ses moyens. On n'a pas dit qu'il allait acheter en faisant recours à un crédit ou en dépassant ses moyens. Il va utiliser juste les moyens qu'il a. Donc, on parle ici de rationalité individuelle et d'échange marchand, c'est-à-dire qu'on va étudier uniquement l'échange entre consommateurs et producteurs qui est marchand, c'est-à-dire en contrepartie monétaire. On ne va pas étudier dans ce cadre l'échange non marchand, c'est-à-dire les gratuités. Vous prenez ce produit et vous avez ça gratuit. On n'étudie pas ce qui est gratuit, on va étudier ce qui est marchand, ce qu'on peut vendre, ce qu'on peut échanger en contrepartie, sous contrepartie monétaire. En d'autres termes, la microéconomie raisonne à partir de l'individualisme méthodologique.
elle étudie le comportement d'individus isolés et indépendants. C'est-à-dire qu'on prend en considération l'individu tout seul. C'est-à-dire que chaque individu va avoir des réactions, prendre des décisions qui sont différentes des autres. Et donc la microéconomie considère que chaque individu est à part, tout seul. Cette conception considère que la société est composée d'individus rationnels ou encore d'homo economicus, qu'on traduit du latin homme économique. Donc, on considère que la société regroupe des hommes économiques, c'est-à-dire des hommes qui réfléchissent de façon individuelle et qui prennent des décisions de façon individuelle lors d'échanges marchands. L'homo economicus, selon le modèle microéconomique, est égoïste et rationnel. Égoïste car il est toujours à la recherche de son intérêt, ce qui le conduit à l'échange marchand. Donc, une personne, lorsqu'elle cherche son intérêt, elle est égoïste. Donc, un homme, quand il prend une décision, ou une femme, ou un enfant, lorsqu'on a un échange marchand, vous allez sur un marché, vous voulez acheter un produit. Donc, chacun raisonne de façon individuelle. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle ici, pour rechercher son intérêt. C'est ce qu'on appelle ici égoïste. Rationnel, car si le producteur produit, il cherche à maximiser son profit. Le consommateur également, lorsqu'il achète un produit, il veut maximiser sa satisfaction. Donc, ils n'achètent pas juste pour dépenser, ils achètent pour réaliser quelque chose, parce qu'ils ont un but. Soit pour le consommateur, réaliser un maximum de satisfaction, soit pour le producteur, réaliser un profit important. Le marché de concurrence est le cadre de référence et de l'échange marchand qui permet aux agents de réaliser leur objectif. Donc, ce consommateur individuel et ce producteur individuel se regroupent sur un marché qui est un marché de concurrence pure et parfaite. Donc, on va le prendre, ce marché-là, comme une référence. Pourquoi? Parce que il est plus simple à étudier. Comme on a dit au départ, on va du plus simple vers le plus compliqué. Donc, on va prendre ce marché de concurrence pure et parfaite comme un modèle. Par la suite, on va étudier les autres marchés au niveau de S2 et on va les comparer à ce marché-là qui est un marché de référence. C'est un modèle, c'est-à-dire qu'on va l'étudier à part, mais on va étudier les autres marchés également. Et on va faire une comparaison pour savoir quand est-ce que ce marché est favorable et quand est-ce qu'il ne l'est pas, pour l'un et pour l'autre, consommateur et producteur. La microéconomie a montré que les échanges marchands conduisent à une meilleure allocation des ressources, c'est-à-dire que c'est un échange qui permet une meilleure affectation des moyens qu'on a. C'est-à-dire qu'on va les utiliser sous une meilleure forme. Lorsque la concurrence est pure et parfaite sur tous les marchés et que les hypothèses suivantes sont respectées. Donc, la microéconomie a montré que l'échange sur un marché peut être meilleur, peut être intéressant si on est sur un marché de concurrence pure et parfaite. Et pourquoi? C'est parce que il a des hypothèses qui doivent être respectées. Pour savoir quelles sont ces hypothèses, donc, on va voir les notes suivantes. Donc, on va voir quelles sont ces hypothèses. Donc, d'abord, nous avons l'atomicité de l'offre et de la demande. Atomicité vient du mot atome. Et l'atome, c'est ce qui est d'infiniment petit. Vous avez déjà vu ça en physique. Donc, l'atome, donc les offreurs et les demandeurs sont nombreux. C'est-à-dire que l'atomicité de l'offre et la demande, on a beaucoup d'offreurs qui ont des très petites tailles et on a un très grand nombre de demandeurs
qui sont de très petite taille également. Et donc, étant donné que leur taille est petite, ils sont nombreux, donc chacun ne peut pas influencer le marché. Donc, aucun d'entre eux ne peut influencer le marché parce qu'il a une petite taille. Donc, l'atomicité de l'offre et la demande est la première hypothèse. La deuxième, c'est l'homogénéité du produit. Donc, on considère que les produits qui sont vendus sur le marché sont parfaitement identiques. Donc, si je veux acheter du pain, je peux acheter le pain dans n'importe quelle boulangerie. Le pain de la boulangerie A est considéré identique au pain de la boulangerie B. C'est-à-dire c'est du pain ou le lait, etc. Donc, si je veux étudier le marché du pain, par exemple, je vais considérer que tous les pains sont pareils. La fluidité du marché. Les agents sont libres d'entrer et de sortir du marché. Donc, ils peuvent bouger, c'est-à-dire le consommateur ou le producteur peut venir sur un marché, s'installer ou partir sur un autre marché. Donc, ils sont libres d'entrer et de sortir du marché. Le producteur peut venir s'installer et investir sur un marché, comme il peut décider de prendre son investissement et aller investir ailleurs. On parle de fluidité. Le consommateur, la même chose, il peut venir acheter sur un marché ou se déplacer ailleurs pour acheter sur un autre marché. La transparence du marché. La transparence concerne les produits, c'est-à-dire que les offreurs et les demandeurs doivent avoir l'information nécessaire à leur prise de décision. Ils doivent connaître le produit, les conditions, etc. pour pouvoir prendre leur décision d'acheter un produit ou un autre. Donc, il faut qu'il y ait une transparence sur le marché. Donc, les hypothèses d'un marché de concurrence pure et parfaite sont au nombre de 4. Et donc, on a vu l'atomicité, l'homogénéité, la fluidité et la transparence. Maintenant, on va parler des axiomes. Donc, les caractéristiques du consommateur rationnel sont traduites par des postulats ou des axiomes qui sont au nombre de 4. Donc, le consommateur rationnel est caractérisé par des postulats ou des axiomes qui sont au nombre de 4. L'axiome de non-saturation signifie que la satisfaction totale de l'agent augmente avec la consommation de biens. C'est-à-dire que plus le consommateur consomme, plus la satisfaction totale augmente. C'est-à-dire que à chaque fois, il est capable de consommer plus. Il ne va pas atteindre le point de satiété. Parce que quand on atteint le point de satiété, on ne consomme plus. Or, pour nous, il faut qu'il y ait toujours une continuité de la consommation. Donc, on parle d'axiome de non-saturation. Puis, nous avons l'axiome de transitivité. Implique que si le panier A est préféré ou indifférent au panier B, et si le panier B est préféré ou indifférent au panier C, alors le panier A est préféré ou indifférent au panier C. Donc, si on préfère A à B et on préfère B à C, pour l'axiome de transitivité, on doit préférer A à C. L'axiome de continuité stipule que la continuité des choix du consommateur est une hypothèse simplificatrice découlant de la divisibilité parfaite des biens. C'est-à-dire qu'on va considérer que si on étudie un bien, c'est qu'on est capable de le diviser. L'axiome de totalité énonce que pour tous les paniers de consommation A et B, le consommateur est toujours capable de faire ses préférences. C'est-à-dire, il est capable de dire s'il préfère A à B, ou s'il préfère B à A, ou s'il est indifférent. Donc, on arrive maintenant à la fin de cette introduction. On va résumer
un peu ce qu'on vient de dire. Donc, pour résumer, on peut dire que le consommateur vise à maximiser son utilité ou sa satisfaction par la consommation de biens et ou services et qu'il veille à ce que ses dépenses ne dépassent pas son revenu. On va aussi dire que les choix du consommateur dépendent donc de ses préférences et de son revenu ou de sa contrainte budgétaire. Donc, le consommateur est rationnel, il va chercher ses produits sur un marché et donc il faut qu'il y ait un équilibre entre ses moyens et ses choix. Donc, on arrive maintenant à la fin de cette séance. J'espère que vous avez compris. Et donc, pour travailler cette matière, vous devez utiliser à la fois le polycope, le cours et le TD. Donc, le TD aussi est complémentaire. Il vous permettra donc de bien comprendre le cours et de faire des exercices pratiques. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une deuxième séance. J'espère que vous avez compris. À très bientôt.